Bravo. Alors, nous sommes la deuxième fois dans les halakhot de Hanouka. Parce que c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Mais... donc, c'est mercredi prochain, exactement. 24 qui se lève au soir. Donc, à l'époque du Talmud, quand ils ont instauré la fête de Hanouka, elle a lieu à la moitié du deuxième temple. Donc il y avait déjà 200 ans que le deuxième temple était là. Il y a eu les Grecs qui s'étaient introduits déjà depuis Alexandre le Grand, début du deuxième temple. Et là, ils ont pris de plus en plus d'importance. Et donc il y a eu l'histoire de la philosophie grecque qui disait étudier, vous pouvez étudier la Torah, il n'y a aucun problème, mais dans l'impureté. Ne croyez pas dans tous ces ch'touillottes là de pur, impur, vache rousse, tous ces sujets très très mystiques. Donc, on est sorti de là grâce à la fameuse fiole qui est restée 8 jours allumée. Et l'impureté des Grecs, c'était une impureté tout à fait bénigne. Ils ont simplement bougé les fioles. Bougé. Donc ça veut dire que... donc c'est pas qu'ils ont mis le doigt dedans. C'était même pas un contact des mains dans l'huile. C'était le fait de bouger un peu l'huile, fermer hermétiquement. Ça suffisait pour rendre impur d'après les Chachamim. Donc ils ont fait tous les containers qu'il y avait dans le Beth Amikdash, ils les ont trifouillés pour les rendre impropres. Et donc il ne restait plus qu'un container qui était scellé. Et donc comme il était scellé au mur, c'est sûr qu'ils n'avaient pas pu le bouger. Et c'est ça le miracle de l'avoir retrouvé. Donc, à partir du moment où ils ont fixé la fête, la halakha disait qu'on allume à l'entrée de sa maison sur le domaine public. D'accord? Mais tout ça, c'était à leur temps. En leur temps, il n'y avait pas de maison haute. Il n'y avait que des maisons basses, de rez-de-chaussée, des patios. D'accord? Comme il y a encore un peu à Mahacharim, Beth Israël, il y a des trucs au rez-de-chaussée. Donc c'est normal qu'à ce moment-là, il disait, quand tu allumes, allume rapidement parce qu'il n'y aura plus personne dans les rues. Donc tu ne pourras pas faire de publicité au miracle, puisque si tu allumes trop tard, il n'y a pas un chat qui passe. Il n'y a pas un chat mamache. D'accord? Donc c'est pour ça que la Gemara, elle dit, c'était le pied du Tarmoudaï. Tarmoudaï, c'était une peuplade, c'était des Syriens. C'était des Syriens. Et ils s'étaient installés un peu partout et ils vendaient du bois. Et les gens, dès que la nuit arrivait, ils achetaient le bois pour s'éclairer, se chauffer. C'était l'hiver, quoi. Et donc, tant qu'il y avait des gens dans le chouk pour acheter du bois, on pouvait allumer. D'où la halakha qui a été fixée, comme quoi, a priori, on allume au moment où la nuit tombe, pour que la lumière serve à quelque chose. Si la lumière est en plein jour, tu verras rien du tout, ça ne joue pas. Donc, d'après la halakha originelle, il fallait allumer à 5 heures. 5 heures de l'après-midi, et que la flamme dure jusqu'à 5h30, une demi-heure. Ça, c'était de leur temps. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que les gens vivaient en étage, de plus en plus, et donc, ça ne sert à rien de mettre à la fenêtre si pour voir la lumière, tu dois lever les yeux en l'air.
Donc les Chachamim, ils ont dit, vous pouvez allumer dedans, dans la maison, dans l'appartement, parce que l'essentiel aujourd'hui n'est pas tellement de montrer à l'extérieur qu'on allume, mais c'est de montrer à soi-même qu'on allume. Le Pirsum Hanes, c'est pour nous-mêmes. Donc même si quelqu'un est tout seul à la maison, tant qu'il ne dort pas, ben, ça s'appelle se faire la publicité au miracle, pour lui-même. D'accord ? Il y a énormément, enfin à Roma, il y a énormément de gens qui allument, qui descendent, voilà. Ils mettent des petits tabourets, leur Hanouka, bien fermé sous bien verre, fermé pour le vent, parce que là-bas il y a beaucoup de vent, et bien bloqué pour que le vent ne renverse pas, et ils allument, et tous les voisins, ils discutent, ils regardent les lumières, 30 minutes. Voilà, mais c'est pas, comme on dit chez nous, c'est pas très catholique, dans la mesure où c'est pas vraiment le Pirsum Hanes, puisque c'est eux-mêmes, entre eux, qui regardent les flammes. Donc c'est pas très utile s'il n'y a pas des étrangers qui passent. Juifs ou goy d'ailleurs. Juifs ou goy, le Pirsum Hanes, c'est pas seulement pour les juifs, même pour les nations, les goyim qui voient. Donc aujourd'hui, de plus en plus de gens, ils allument chez eux, dans la maison, et comme il y a écrit là-bas, c'est bien que la Hanoukia soit, quand tu rentres dans la maison, que tu aies la Hanoukia à la gauche et la mezouza à la droite. Donc, qu'on allume devant la porte de la rue ou la porte de la chambre, on s'arrange toujours pour que la Hanoukia soit en face de la mezouza. Vous avez la mezouza à votre droite, quand vous rentrez dans la pièce, et vous avez la Hanoukia à votre gauche. D'accord ? Et donc premier changement, c'est le changement de lieu, et également le changement de temps. Avant, les gens, il y a quelques années encore, ils disaient, si par exemple un homme et une femme, le papa il travaille, il va arriver très tard, il va arriver à 7h, 8h. Donc c'est bien loin de 5h. Donc qu'est-ce qu'ils disaient les rabbinim ? Que la maman allume pendant que lui est au travail, et ça y est, il a été rendu quitte. Donc tu avais des hommes, ou des femmes qui travaillent par exemple, qui n'assistaient jamais à l'allumage. Parce que la personne allumait à 5h, quand il n'y avait personne dans la maison, et rendait compte tout le monde, rendait quitte tout le monde. Mais beaucoup de femmes se sont plaintes, elles ont dit on n'est pas des veuves, on n'est pas des divorcés, on attend que tout le monde vienne à la maison. La famille, les amis, on veut qu'il y ait du monde, pourquoi allumer seul? Et donc de plus en plus, les gens allument tard, ce qui ne s'appelle pas tard, puisqu'en fait vous ne dormez pas avant 10-11 heures aujourd'hui. Donc même si vous dormez tôt, vous avez assisté à l'allumage, et donc on a changé deux choses, le lieu et le temps. Maintenant, le Talmud pose la question en disant, il faut que qu'il y ait de l'huile pour une demi-heure. D'accord? L'huile pour une demi-heure, ça ne veut pas dire que tu dois allumer dans la demi-heure. Tu allumes quand tu veux, mais il faut que l'huile que tu as mise, ou la bougie que tu as installée, elle dure une demi-heure dans la nuit. Dans la nuit. Donc tu peux faire l'expérience quelques jours avant, de voir qu'effectivement l'huile que tu mets dure au moins une demi-heure dans la nuit. D'accord ? Maintenant, le problème va se poser, par exemple, Erev Shabbat. Erev Shabbat, on a vu dans la Sukkot, à Sukkot, par exemple, on ne secoue pas le loulav Shabbat. Eh bien, on aurait pu dire,
puisque c'est du feu, ben on n'allume pas à Shabbat. Tu allumes, c'est une fête qui dure 8 jours, mais tu n'allumes que 7 jours. Comme la nuit, on n'a pas le droit d'allumer, eh ben j'allume pas. Non, vient le Bach. Le Bach, c'est un décisionnaire qui vivait du temps du Rabbi Yosef Karo, et il amène un chidouche très magnifique. Il dit, étant donné que tu peux mettre de l'huile qui peut durer des heures, alors tu allumes avant. Tu allumes avant l'heure, avant que le Shabbat ne rentre. Mais tu dois te garantir qu'il y a assez d'huile pour que ça dure au moins une demi-heure dans la nuit. Dans la nuit. C'est-à-dire, Nagid, que l'allumage des bougies de Shabbat, c'est 4 heures. Alors on va te dire, allume d'abord les bougies de Hanouka, et après tu allumeras les bougies de Shabbat à 4h20, mais que tes bougies de Hanouka durent de 4h à 5h30, pas simplement une demi-heure, qu'elles durent une demi-heure dans la nuit. Voilà la précaution à prendre. D'accord? C'est pour ça qu'il faut éviter les petites bougies là, qui distribuent la colore, parce que ce n'est pas des bougies qui tiennent longtemps, et donc Shabbat, c'est un gros problème. D'accord? Donc, et c'est le cas qu'on a vu déjà, si... Donc le Bach, il te dit, puisque tu peux allumer avant et que ça reste dans la nuit, donc il n'y a pas de problème, tu peux allumer, tu dois allumer vendredi après-midi. D'accord? Et le même problème se posera d'ailleurs si tu dois aller à un mariage ou à une occasion et que tu ne veux pas rentrer à minuit allumé, c'est trop tard. Alors on te permet d'allumer avant de partir. Mais que ça reste, que la bougie reste, que l'huile reste une demi-heure. Voilà. Maintenant, on a parlé de ça. Il y a une discussion, est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat avant Hanouka ou les bougies de Hanouka avant Shabbat? C'est une bonne question. On aurait pu dire, écoutez bien le raisonnement, étant donné qu'il y a un principe qui dit ce qui est fréquent passe avant ce qui est rare. Or, fréquent, c'est l'allumage de Shabbat. Rare, c'est Hanouka, c'est une fois par an. Donc, j'aurais pu dire, j'allume d'abord mes bougies de Shabbat, et après, j'allume mes bougies de Hanouka. Et la preuve que ça peut être comme ça, c'est que si jamais tu t'es trompé, tu as allumé les bougies de Shabbat, et tu dis, wow, j'ai oublié les bougies de Hanouka. Tu as le droit d'allumer les bougies de Hanouka ou pas? Oui. Ah bon? Parce que ça s'appelle prendre Shabbat par erreur. Si tu avais su, on voit ça dans beaucoup de cas, tu as oublié d'éteindre le doute Rashmal. Ou tu as oublié d'enlever l'ampoule du frigidaire. Ou tu as oublié d'allumer la plaque. Plein de cas possibles où si tu l'avais su, tu n'aurais pas pris Shabbat, tu n'aurais pas allumé les bougies de Shabbat. Tu aurais dit, ma piton. Non, ça s'appelle erreur d'allumage, c'est ce qu'elle veut dire. Erreur de calcul. J'ai allumé mes bougies de Shabbat, piton, waouh, j'ai oublié d'allumer ma plaque. J'ai oublié d'éteindre mon frigidaire, j'ai oublié d'éteindre mon comment on appelle ça, mon chauffage électrique. Tout ça j'ai oublié. Eh ben on te dit, puisque tu l'as oublié, si tu l'avais su, tu l'aurais jamais pris ton Shabbat. Donc on le permet. Donc si la personne s'était trompée et avait allumé ses bougies de Shabbat, s'il reste encore du temps, eh ben on lui dit, ben allume tes bougies de Hanouka
après. Du temps avant la tombée de la nuit. Oui, avant le coucher du soleil. Et donc, après, on refait la bénédiction sur les bougies de Shabbat. Non, ça y est. Ça y est, c'est fini. Non, tu peux pas. D'accord. Maintenant, halakha le maaseh, comme on dit, concrètement, comment on fait? Ben, on fait pas comme ça. On fait d'abord des bougies de Hanouka et après les bougies de Shabbat. Ça, c'est classique. Mais c'est bon, c'est toujours bon de le savoir. D'accord? Voilà. Après le Motsa'e Shabbat, on fait le contraire. Motsa'e Shabbat, d'abord, on fait la Havdalah avec la flamme, et rien qu'après, on allume la Hanoukia. D'accord? On voit bien que on ne se préoccupe pas des gens qui passent dans la rue, on allume pour soi dans la maison, quoi. C'est évident. D'accord? Qu'est-ce qui reste encore comme halachot? Oui, puisqu'on a dit qu'on ne tenait pas tellement de cette histoire de tomber de la nuit boule 5 heures, donc on peut allumer tant qu'il y a des gens dans la maison qui ne sont pas endormis. Si tu allumes toi, Nagid, quelqu'un qui est seul, il allume et il va se coucher, ça ne marche pas. Il faut qu'il allume et qu'il reste présent au moins la demi-heure, sinon ça ne marche pas. Donc c'est ça là, la Nekuda, tant qu'il ne dort pas, ça s'appelle Pirsou Manès et c'est bon pour lui. Alors, maintenant quelqu'un m'a demandé, il m'a dit j'ai sur ma mirpesset, sur mon balcon, je suis pas en hauteur, je suis très bien. Donc je préfère allumer sur la mirpesset qui donne sur la rue, ouais. Donc c'est chez moi et en même temps ça donne sur la rue, que d'allumer en face de la mezouza de la salle à manger. Alors je lui dis non, on est makpid, enfin on est makpid. On est très souvent désireux d'allumer dans la maison, principalement, comme on a dit, que le ikar de la diffusion du miracle, c'est entre nous. Mais ce que la personne peut faire, c'est d'allumer 2 Hanoukiyot. Il n'y a aucun problème. Tu allumes une devant la mezouza, en face de la mezouza, et une vis-à-vis de la rue. Personne ne va dire, s'il rentre chez toi, ah, il a allumé 4 bougies celui-là, alors qu'il n'y en est que le 2e jour. Tout le monde sait bien que les bougies ne sont pas à côté. À l'époque où les gens allumaient une à côté de l'autre, c'était un problème. Parce que si on voyait 4, on disait, on est le 4e jour. Alors qu'en réalité, non, il y a 4 personnes, où il y a 2 et 2. Là, on dit non, il n'y a pas de problème, puisque c'est des Hanoukiyot bien séparés. Par contre, c'est des organismes bien séparés. Donc, si tu en mets une sur la fenêtre et une dans la salle à manger, personne ne va dire il a allumé 2 et 2, 4. Il y a plus de problème. Si j'allume sur la fenêtre, on me voit de dehors et de dedans. Et ben voilà. C'est bien. Ouais, vous pouvez faire comme ça, exactement. Je vais allumer. Vous êtes au rez-de-chaussée? Oui. Ah ben, et il y a du monde qui passe. Oui, j'ai plein de voisins qui voient ma cour. Qui voient ma cour. Il y a une ah d'accord, ben voilà. Une rue juste qui surplombe ma cour. Donc c'est pas un problème, c'est une bonne solution. D'accord. Vous avez compris? Maintenant. De la Hanouka, c'est 80 cm, pas plus. Hanoukia. Là, quoi, la hauteur du sol. Où on doit la poser pas plus haut que... Le mieux, c'est d'allumer basse. Mais s'il n'y a pas, on peut allumer sur une table ou en hauteur. Il ne faut pas que ça soit plus que 10 mètres de haut. Sinon, effectivement, un tabouret, une petite chaise, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit trop bas et pas trop petit. Exactement. Maintenant, autre halakha qui concerne les femmes, il est écrit que les femmes ne doivent pas faire de travail pendant la demi-heure
où les lumières brillent. Et on donne à cela deux raisons. Une raison vexante, vexante pour les femmes, et une raison flatteuse pour les femmes. La raison vexante, c'est qu'on dit qu'un homme, il peut faire deux choses à la fois. Ça veut dire que l'homme, il n'a pas l'interdiction de faire des travaux pendant la bougie, parce qu'il peut regarder les flammes et réparer des chaussures, coudre, faire plein de trucs. On dit les hommes, ils sont capables de se consacrer à deux activités en même temps. Alors que les femmes, elles se concentrent sur une chose, il ne faut pas les déranger sur autre chose. C'est la première raison. Donc si on disait à la femme, tu as le droit de coudre, de repasser, de laver de la vaisselle, laver de la lessive, elle serait déconnectée de l'allumage des bougies, alors on lui interdit. Ça, c'est la première raison. C'est vrai, c'est pas vexant, c'est vrai que les femmes, en général, quand elles font quelque chose, elles se concentrent sur la chose, elles ne s'éparpillent pas sur plusieurs choses. Mais, tu aurais pu dire, ben moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis capable de réparer quelque chose et regarder les bougies. Donc ça, c'est la raison première. Il y a une raison deuxième qui est que, étant donné que la fête a été gagnée, comme on l'a vu la semaine dernière, par la fille du Kohen Gadol, Yehudit, qui a coupé la tête du gouverneur, et que grâce à ça, les Grecs se sont sauvés, ou alors également l'histoire de Hana, la fameuse Hana, qui a donné sa vie avec ses 7 enfants qui ont sauté de la muraille. Donc on dit c'est grâce aux femmes que le miracle a eu lieu, comme à Purim, et donc les femmes doivent respecter cette demi-heure et ne pas faire autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle travailler? On parle d'un travail qui serait interdit à Chol HaMoed. Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire des travaux durs. Réparer une voiture, des trucs, un vrai travail. Mais cuisiner, une femme qui veut se frire des beignets, ça ne s'appelle pas un travail, puisque ce serait permis à Chol HaMoed, on a le droit de cuisiner. Faire un peu comment on dit, nettoyer la table ou le parterre parce qu'il y a des tâches, ça ne s'appelle pas non plus un travail, c'est quelque chose qui ne prend pas la tête. Donc on a le droit de faire ça. D'accord? C'est bon? Voilà. Ça, c'était le côté halakha. Maintenant, on va passer au côté Parashat HaShavua. On va lire ce Shabbat, la Parashat Vayeshev. La Parashat Vayeshev, c'est une parasha pas du tout joyeuse, puisque elle nous raconte comment la haine gratuite entre les frères les a amenés à vouloir tuer leurs frères. Il y a un sujet de galoute. C'est un sujet très grave qui s'appelle l'intolérance. Il est vrai que M. Joseph n'a pas été très malin. Puisqu'on dit quand quelqu'un ne t'aime pas, ou quelqu'un il te regarde de travers, ne commence pas à te flatter devant lui, surtout ce qui s'est flatté qu'il allait régner sur eux. Ça les a mis hors de eux. Donc il aurait dû discrètement
comme a dit son père, qu'est-ce que tu as besoin de raconter tes rêves à tes frères? Et surtout, le père a voulu calmer le jeu en disant, tes rêves sont un peu absurdes puisque tu dis que ton père et ta mère vont se prosterner devant toi. Mais ta mère, elle est morte, la pauvre, Rachel. Donc ton rêve n'a pas de sens. Il est bourré de fausses données. Rachid, il dit, parce qu'en fait, il parlait de Bila. Bila, c'est elle qui l'a élevé à la mort de Rachel. Mais Jacob, il a voulu camoufler pour ne pas énerver les frères. Mais il aurait dû prendre son fils à part et lui dire, ferme-la. Ne raconte pas ta vie à tes frères. Si un jour tu dois régner sur eux, ça se fera. Mais n'a pas besoin de t'en flatter et de les énerver. Donc on voit que Yosef, il a une grande part de responsabilité dans le comportement de ses frères. D'accord? Ça veut dire, comme il dit le Sefer Atania, quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, les deux, ils ont une responsabilité. Sinon, il n'y aurait pas eu de conflit. Le conflit est partagé en deux. D'accord? Donc on dit, si Yosef a été vendu, c'est parce qu'il l'a bien cherché. Mais d'un autre côté, au niveau des frères, c'est quand même énorme d'en arriver à des conclusions aussi graves que de vouloir le mettre à mort. Et après, quand ils ont décidé de ne pas le mettre à mort, pourquoi? Parce que, écrit là-bas, Ve'abor reken bomaim, le puits était vide, mais il n'y avait point d'eau. Le Midrash Tanchuma, il dit, Rabbi Tanchum, il dit, pardon, qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'il n'y avait pas d'eau? Donc c'était vide. Il dit non, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Maintenant, pour quelle raison l'ont-ils jeté dans un puits où il y avait des serpents et des scorpions? Ils ont dit tout simplement, si c'est un tzaddik, notre frère, les bêtes ne lui feront rien. Nous, si on intervient, c'est notre libre arbitre qui peut être tordu. Mais les bêtes, elles n'ont pas de libre arbitre. Donc si elles ne le frappent pas, c'est c'est injuste. Mais Kachaya, ça s'est passé comme ça. Il a été intouché par les scorpions et les serpents. Ils ont dit, waouh, il est donc pas si méchant que ça. D'accord? Et donc, ils l'ont laissé dans le puits. Ils ont dit, on va voir ce qu'on va faire avec lui. Et à ce moment-là, le pauvre Réhouven, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de charisme. Il n'y a pas de charisme. Il aurait pu taper sur la table et dire, on ne vend pas, on ne tue pas, on le ramène à la maison. Bon, lui, il a fait semblant. Il a été de service chez son père. Et le lendemain, il est revenu. Et il s'est dit, comme je n'ai pas le courage de me battre avec eux, pendant qu'ils ne seront plus là, moi je le sortirai du puits. Et on lui reproche. On dit, s'il avait été... Il y a un grand rave qui a dit, s'il avait su l'importance qu'il a dans cette paracha, il aurait tout fait pour récupérer son frère et pas hésiter. C'était un garçon hésitant. C'est pour ça qu'il va perdre le droit d'aînesse, il va perdre la royauté, il va perdre beaucoup. Parce qu'il n'est pas sûr de lui. Et quand il revient, eh bien, les frères ont vendu Yosef. Pour 20 shekels en plus. 20 shkalim. C'était pas une somme si énorme que ça. Ça veut dire qu'ils se sont moqués de lui. 20 shkalim. Ça valait la paire d'une chaussure. Une paire de chaussures.
Et donc on voit que c'est une histoire dramatique, cette histoire-là, puisque c'est, on lit ça avec action, comme un feuilleton américain, c'est intéressant. Et quand on réfléchit, on dit, mais c'est très dur, pourquoi? Comment Jacob a pu avoir des enfants qui se comportent comme lui a souffert avec son frère Esav? Incroyable. Et ils l'ont fait. D'accord? Et en plus, la cruauté, où était la cruauté? C'est de mentir à leur père. Avec l'histoire de la De mentir à leur père, de dire, regarde, une bête féroce l'a dévoré. Inventer tout un scénario imaginaire pour camoufler leur vente. D'accord? De là, on voit que, d'ailleurs, on voit qu'ils ont été terribles. Je vous l'ai raconté ça plusieurs fois. Le Gaon, le Ragat Chauver, il dit, dans les trucs de l'ADN, dans la génétique, il dit, quand un homme va avec des femmes, si un homme va avec des femmes, officiel ou pas officiel, son sang ressemble au sang du bouc. Au sang du bouc. S'il ne va pas avec des femmes, il a un sang qui ressemble à un sang de bélier. C'est pas la même race. Ils sont cousins quand même. Ils sont cousins. Et donc, le Ragat Chauver, il dit, ils ont montré au père, ils ont dit, regarde. Et ils ont trempé son sang dans un sang de bouc. Pour que le père, qui s'y connaissait en sang, à l'époque ils étaient bâquis dans les sangs. Les sangs de femmes, les sangs d'hommes, tous les sangs, ils avaient le sens. Pas besoin d'aller à la Coupatrolim pour savoir le numéro du sang. Et donc il a vu ça, donc il a dit, waouh, moi qui croyais que mon fils était un saint homme, il a un sang de gars qui a couru les femmes. Donc il a encore plus, comment dire, dégoûté aux yeux de leur père. C'est horrible. Rabaissé, c'est horrible de mentir à ce point-là. Vous vous rendez compte? Et c'est pas pour rien que quand ils ont condamné Yehuda, ils ont dit, Yehuda, tu es le roi. Tu aurais dû taper sur la table et on l'aurait ni vendu ni tué. C'est à cause de toi que notre père y souffre. Mais là, ils se sont rendus compte de la catastrophe. Et qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Et donc, ils l'ont chassé. Et lui, il se marie donc avec une femme. Et il va perdre ses 2 premiers enfants. Ça veut dire qu'effectivement, ce qu'il a fait, il a payé très cher. Il a perdu. Et Onan. D'accord? Donc c'était pas des grandes sadikim, hein? C'était pas des grandes sadikim. Non, mais il aurait pu justement, ils auraient pu être des sadikim, s'il avait du mérite. Mais là, il a payé cher son erreur. Et donc, on voit que toute cette histoire, elle est dramatique. Elle est dramatique parce qu'en fait, la galoute, elle dépend de l'union qu'il y a entre les frères. S'ils avaient été tous frères, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin de la galoute. Tout le phénomène qu'a vu Avraham Avinu à l'alliance des morceaux là-bas, Brit Ben Abetarim, il aurait pu se passer de façon tout à fait géographique. On descend à Goshen
pour quelque temps, et on revient, c'est tout, finita la galuta. Au lieu de ça, ça s'est terminé en galoute, et qui s'est terminé avec des coups et des souffrances, etc., etc., etc. Donc en fait, la Torah vient et nous dit, on aurait pu éviter tout ça s'il y avait eu une tolérance élémentaire entre les frères de Yosef. Et surtout que ce n'est pas les frères apparentés aux servantes. Alors on dit que les enfants de Bila et Zilpa, ils ne se mêlaient pas des histoires des grands. Dan, Naphtali, Gad et Asher, ils ne s'occupaient pas. Qui menait le jeu? C'était Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et un peu Zebulun et Issachar. Ça veut dire que il s'agissait des hautes neshamot parmi les frères. Les neshamot, on dit que Reuven c'était la sagesse, Shimon l'intelligence, Lévi l'équilibre, la Torah, et Yehuda la royauté. Il correspondait aux 4 lettres du Shem Yud-Ke Vav-Ke. Wow. Donc c'est ces 4 représentants qui ont réussi à faire une catastrophe. D'accord? D'accord. Et on voit que effectivement, comme disent les Sifrei Moussar et les Sifrei Chassidut et les Midrashim, que les problèmes de la communauté commencent par les grands. C'est les grands qui ne sont pas des exemples. Avant d'aller accuser les gauchistes de Tel Aviv, il faut chercher où le bas blesse dans les gens qui ont la vérité avec eux, les Talmidei Chachamim, les Rabbanim, etc. C'est là qu'il va falloir chercher le point. Mais la responsabilité du père, voilà, qui montrait vraiment un amour particulier pour ce fils, qui lui offrait une tunique spéciale, etc., elle est quand même présente. Elle est hyper présente, puisque le Midrash, il dit carrément, c'est à cause des 2 mètres de soie qu'il avait acheté pour faire la tunique multicolore à son fils, c'est ça qui a provoqué la haine des frères. Et le Ramban, il dit, de là on apprend que jamais, jamais, au grand jamais, les parents ne doivent montrer de différenciation avec leurs enfants. Sinon, on va vers les catastrophes. Donc il n'aurait jamais dû, Jacob, montrer cette... ouvertement, il pouvait le faire en cachette. Il préférait Yosef en voyant sa grandeur. Mais il n'aurait pas dû le montrer devant ses frères en lui offrant une tunique de royauté, etc., etc., etc. C'est vrai. Donc on voit bien que toute cette histoire, elle est bourrée de leçons de morale pour que la suite des générations soit préservée. Et c'est pas par hasard que le Hanouka, et peut-être qui se lève, le fait de la Chassidut, le Hanouka, tout ça s'inscrit dans le même registre d'animosité entre les gens du même monde. Comme on explique que les Grecs, c'était pas les goïms des Grecs qui nous dérangeaient, c'était les Juifs qui étaient hellénistes. Les Juifs hellénisés, c'est eux qui ont fait les problèmes. Plus que les Grecs goïs. À tel point que les historiens racontent que de tous les Grecs, les soldats grecs qu'il y avait en Israël, quand ils revenaient chez eux, ils voyaient leurs femmes converties. Tellement le Ham Israël avait une influence. Donc on dit, c'est pas les Grecs qui nous faisaient peur.
Puisque d'Afka, les Grecs, ils s'inquiétaient en rentrant chez eux de voir leurs femmes qui étaient mariées, qui étaient converties au judaïsme. Les problèmes qu'on a eus, c'est les juifs hellénisés, et comme on le dit dans la prière de Hanouka. On dit là, les gens qui se sont moqués de la Torah, ce n'étaient pas les Grecs goy, c'était les Grecs juifs, enfin les juifs hellénisés, israéliens. Et on va retrouver ces discussions avec les gens qui se sont opposés à la chassidoute, et jusqu'à aujourd'hui avec les non-juifs à nous qui sont les juifs assimilés qui vont contre, parce qu'on peut être assimilé, être dans son coin. Au fin fond de la Bretagne, personne ne te connaît. Mais il y a des gens qui sont assimilés, mais qui font des problèmes. Et donc cette histoire, elle est vraiment... C'est pour ça que le Maharal de Prague, il dit que la fête de Hanouka, c'est vraiment la fête essentielle dans l'exil. Plus que le danger de Purim. À Purim, on a voulu nous tuer tous. Mais c'était Aman. Ce n'était pas des juifs entre eux. C'était secondaire. Mais là, il dit le Maharal de Prague, Hanouka, c'est la fête essentielle de la galoute, des discordes qu'il peut y avoir entre nous, et dont lui a souffert énormément, le Maharal de Prague. À Prague, tout le monde voulait Mashiach. Vous connaissez cette histoire? À Prague, tous les Kehilot voulaient le Mashiach. On arrivait dans la Renaissance, le Nouveau Monde. On voulait tous le Mashiach, mais comme ils se bagarraient tout le temps entre eux, très, très loin, très dur. Donc, évidemment, comme d'habitude, on a raté le coche à l'époque déjà. C'est la vieille, toujours la même chanson qui revient. Donc c'est pour ça qu'à Hanouka, il faut être confiant quand on allume. Il faut dire, Sachakol, en fin de compte, tout le temps, c'est la lumière qui l'emporte sur les ténèbres. Toujours la lumière, l'huile surmonte l'eau. L'huile remonte au-dessus de l'eau. Et l'huile, c'est le point de judaïté qu'il y a chez chacun d'entre nous, qui remonte tout de suite et toujours au-dessus de l'eau. Et donc, Be'ezrat Hashem, nous allons être délivrés. Amen. Et nous pourrons allumer, en plus de la Hanoukia, la Menorah dans le 3e temple, Amen. avec les ancêtres des Hashmonaïm, c'est-à-dire Aaron à Cohen. Oh, amen. Voilà. Je vous donne, merci. Très, très.